grand esprit, dont j'entends la voix dans le vent et dont le souffle donne vie à tout le monde. Écoutez-moi, je suis petit et faible, j'ai besoin de votre force et de votre sagesse. Laissez-moi marcher dans la beauté et faites que mes yeux se souviennent à jamais du coucher de soleil rouge et violet. Faites que mes mains respectent les choses que vous avez créées et rendez mes oreilles aiguisées pour entendre votre voix. Rendez-moi sage pour que je puisse comprendre ce que vous avez appris à mon peuple. Laissez-moi apprendre les leçons que vous avez cachées dans chaque feuille et rocher. Je cherche la force pour ne pas être plus grand que mon frère, mais pour combattre mon plus grand ennemi, qui est moi-même. Faites que je sois toujours prêt à venir à vous, avec des mains propres et des yeux droits. Alors, quand la vie s'estompera comme le coucher du soleil, faites que mon esprit vienne à vous sans honte. Aogi, Wakayaja, et Machiapi Florent, et Siapi Mathieu, un Kunupi, et Yuski, un Essi. Quelques mots de Sioux Lakota qui signifient « Bonjour les enfants, je m'appelle Florent, il s'appelle Mathieu, et nous sommes heureux d'être là. » On ne va pas vous faire tout le conte en sioux, rassurez-vous. Alors, la classe de 6e 2 du collège Saint-Martin Luther King. Vous avez donc choisi de nous emmener en Amérique du Nord, chez les Sioux. Tout d'abord, si vous voulez bien, on va faire un peu d'histoire. Oui, pourquoi pas après tout. On va situer un petit peu ces Sioux. Ces Sioux qui sont constitués en 3 familles. Donc il y a les Lakota, les Dakota et les Nakota. Donc ces Sioux, ce sont des peuples nomades. Ils vont à travers leur territoire pour suivre la nourriture, en fait, en quelque sorte. Et ils vont là où se trouve le bison, là où se trouve le gibier. Donc si l'endroit est trop désertique, si la saison est trop rude, ils changent d'emplacement. Et ainsi de suite. Donc ils migrent à droite, à gauche, donc sur leur territoire. Voilà. Donc, on va parler un peu d'une petite tribu. Une petite tribu qui a choisi de s'installer dans un endroit désertique. Il y a une forêt de pins un peu plus loin qui borde cette région rocailleuse. Au milieu de cette forêt de pins, il y a une rivière sinueuse qui coule ainsi à travers la forêt pendant des kilomètres et des kilomètres. Elle se termine par une cascade, une grande cascade magnifique. Une cascade qui se jette dans un lac non moins magnifique, un grand lac qui est bordé de rochers, de grands arbres. Derrière la cascade, il y a une grotte. Et c'est dans cette grotte que les habitants du village vont cacher les objets qui leur sont le plus chers au cœur. Car chez les Sioux, il n'y a pas vraiment d'objet de valeur, hormis la valeur du cœur. L'or, l'argent, ça n'a aucune signification pour eux, puisqu'ils vivent éventuellement en troquant entre familles quelques objets par-ci par-là. Mais surtout, ce qu'ils gardent précieusement, c'est les choses qui leur rappellent leurs défunts, qui leur rappellent des grands gestes, des grands actes de chasse. Donc, le village, il est installé juste à la limite de cette forêt. Il est installé en rond. Alors, le rond est très important chez les Indiens. Le rond, c'est la forme parfaite, le système de l'univers parfait. Quelque chose qui n'a pas de début,
pas de faim. Donc ce village est ainsi en rond, et au milieu du village, il y a des rondins qui sont aussi installés en rond. Et il y a un feu au milieu de ces rondins. Donc c'est là où les Indiens se retrouvent, là où ils viennent pour discuter, pour papoter, pour danser aussi, car vous avez sans doute à l'idée toutes ces danses indiennes autour du feu. C'est là aussi où ils mangent. Alors, un peu à l'écart de ce village, il y a une tente noire, une grande tente noire, beaucoup plus, enfin un tipi, beaucoup plus grand que les autres tipis. C'est le tipi du chef. Alors le tipi du chef, il est noir, il est richement décoré, il a beaucoup d'ornements. Si on pénètre à l'intérieur, on y découvre des lampes pareilles, de couleur dorée. Des tapis, de beaux tapis, magnifiquement décorés également, et des couvertures en laine. Il y a également une autre tente, un petit atelier de poterie. C'est l'atelier donc du potier du village, qui fait les poteries pour conserver la nourriture, pour transporter l'eau. Voilà. Donc on a planté le décor, donc maintenant on va s'attacher un petit peu au personnage. Vous avez choisi de nous parler d'un petit garçon, un petit garçon qui s'appelle Siwak et qui a 12 ans. Siwak, il vit dans ce village avec sa grand-mère. Il est grand, il est mince, il a des cheveux noirs, bouclés. Il a de magnifiques yeux bleus, des yeux bleus comme la mer. Ses vêtements sont dans un état moyen, car sa grand-mère ne possède pas beaucoup de richesses, donc elle ne peut pas beaucoup troquer. Donc elle essaye de se débrouiller elle-même pour vêtir son petit-fils. Donc elle essaye bien de coudre et de raccommoder, mais elle est âgée, donc elle fait ce qu'elle peut. Siwak, il a également une ceinture de feuilles autour de la taille. Et cette ceinture de feuilles, elle est assez importante, car en fait, ce sont les feuilles qu'il ramasse et qu'il collecte tout au long de sa journée. Des feuilles qui ont des pouvoirs, car sa grand-mère est une guérisseuse. Elle a le savoir des plantes, donc elle fait des décoctions qui servent à soigner les petits bobos, les maux de ventre, les maux de tête. Et donc, Siwak, au contact de cette bonne grand-mère, il apprend aussi le pouvoir des plantes. Il apprend leur signification. Et avec sa grand-mère, il apprend à faire des décoctions. Alors sa grand-mère, elle a un regard apaisant, une façon de parler apaisante, un sourire bienveillant. Elle aime beaucoup son petit-fils. Elle s'en occupe avec amour. Siwak n'a plus ses parents depuis le plus jeune âge. Il ne les a que très peu connus. Et sa grand-mère a su s'occuper de lui jusqu'à ce jour, avec tout l'amour qui est au fond de son cœur. Dans cette tribu, il y a aussi une petite fille qui se nomme Atipi. Alors Atipi, c'est la fille du chef. Elle a beaucoup de prestance. Elle se tient bien droite. Elle a de magnifiques yeux verts. Elle a des cheveux noirs, lisses, qu'elle coiffe en chignon. Et sur ce chignon, il y a une grande plume d'aigle. Une plume d'aigle que lui a offert son père. Elle est têtue, capricieuse, mais aussi courageuse. Elle a de magnifiques vêtements décorés, avec des mocassins tout aussi magnifiquement décorés, avec de beaux dessins couleur or. Voilà, ça c'est Atipi.
à Tipi avec sa plume d'aigle. Alors, Siwak, tous les jours, adore se promener. Il adore se promener au bord de la rivière. Ce qu'il aime aussi, c'est pêcher, car il sait que sa grand-mère lui cuisinera magnifiquement les beaux poissons qu'il ramènera. Alors, l'Indien, il faut savoir qu'il pêche, mais avec ses mains, quelquefois avec ses lances. Il n'a pas une canne à pêche comme on pourrait avoir aujourd'hui. Alors Siwak, il est agenouillé au bord de la rivière et il s'apprête à attraper quelques beaux poissons. Voilà, il en prend un, il en prend deux, et puis il en voit un là qui passe dans l'eau. Oh, il est très très beau, avec de magnifiques reflets argent, de magnifiques reflets dorés. Et il tend la main et il arrête son geste, car il vient de se rendre compte de quelque chose de terrible. Il vient de perdre son bracelet, le seul souvenir de ses parents. Alors, très très vite, ce bracelet qui lui a été légué par son père, il l'a perdu et très très vite, il court vers le village. Il a des larmes dans les yeux. Il s'en va voir sa grand-mère pour lui dire qu'il a perdu ce bracelet. Il arrive devant la tente, pénètre dans celle-ci, sa grand-mère est occupée à faire ses décoctions, et il lui explique « Grand-mère, grand-mère, j'ai perdu mon bracelet !» La grand-mère, tout d'abord, elle se fâche un petit peu. « Siwak, mais c'est pas possible, ce bracelet est très important !» Et puis elle se calme. Elle voit bien que son petit-fils est très chagriné, donc elle le console. Et dit « Siwak, il faut absolument que tu retrouves ce bracelet, car non seulement c'est le dernier souvenir de ton père, que t'a légué ton père, mais ce bracelet est magique. Il est magique. Alors, il faut que tu suives la rivière. Il faut que tu essayes de récupérer celui-ci. Va demander de l'aide dans la tribu, à quelqu'un qui t'aidera peut-être, oui, je ne sais pas, moi. Va demander à Tipi. Peut-être qu'elle acceptera de t'aider. Mais avant, Siwak, il faut que tu écoutes. Il faut que tu écoutes l'histoire de ce bracelet. L'histoire de ce bracelet, c'est l'histoire de ton père. Écoute bien les aventures qui lui sont arrivées pour réussir à obtenir celui-ci. C'était il y a très longtemps, très très longtemps. La tribu, alors, connaissait une forte sécheresse. Ouais, le soleil brûlait tout autour de lui. Les animaux avaient beau lever la tête vers le ciel. Rien ne se passait, pas une goutte d'eau ne tombait. Les hommes imploraient le ciel, mais rien ne se passait. Le sorcier avait beau danser, avait beau faire des incantations, pas une goutte d'eau n'acceptait de venir faire reverdir les vertes prairies. Le chef était très inquiet pour les siens. Alors, il décida de rassembler un conseil des sages formé de quelques guerriers, de grands guerriers, dont ton père, de vieux sages et le sorcier. Ils se réunirent tous sous la tente du chef et restèrent là pendant plusieurs heures à parlementer, à savoir s'il serait bon de partir, mais sous cette chaleur c'était un suicide, ou essayer de trouver d'autres solutions. Mais personne n'en avait. Soudain, le sorcier se leva et dit « Moi je sais. Il y a bien un Dieu, un esprit qui acceptera peut-être de nous aider, mais rien n'est moins sûr, car c'est l'esprit de l'eau chez les Navarros. Et acceptera-t-il d'aider le peuple Sioux ? Je ne sais pas, dit-il.
aucun guerrier n'accepta de se porter volontaire. Puis soudain, ton père se leva et dit « Moi, j'irai. J'irai lui demander secours pour notre peuple. » Alors, ton père, Siwak, sortit de la tente et dès le lendemain, il fit son baluchon. Il emmena quelques affaires pour faire la route périlleuse qui l'emmènerait vers la grotte de l'esprit des eaux. Le sorcier lui expliqua la marche à suivre. Et ton père marcha ainsi longuement, pendant des jours et des jours. Il marcha. Il essaya bien de trouver de l'eau sur son chemin en cassant des cactus et en suçant leur sève. Mais le chemin était long et difficile, et plusieurs fois il a failli abandonner. Puis, au bout de quelques jours de marche, il arriva enfin en vue de la grotte. C'était une grotte immense, tout illuminée, magnifique. Ton père, Siwak, s'avança prudemment. Il avait un peu peur. Il ne savait pas ce qu'il allait trouver. Il n'avait jamais vu d'esprit jusqu'alors. Donc, il avança le long de la grotte en essayant bien de se cacher, ce qui n'était pas chose facile, car la grotte avait peu de cachette. Donc, il avançait ainsi, en longeant les parois. Puis soudain, il entendit une voix. « Eh bien, frêle humain, que viens-tu faire ici, dans ma demeure ? Il te faut bien du courage pour venir ici présentement devant moi. Alors raconte-moi. Vas-y, dis-moi, pourquoi es-tu ici ?» Ton père, Siwak, ne savait pas quoi dire. Il était impressionné. Les mots se bousculaient dans sa bouche, mais il ne parvenait pas à articuler. Et puis, au bout d'un certain temps, il prit son courage à deux mains, il s'agenouilla devant le Dieu et lui expliqua. Il lui expliqua les malheurs de son peuple. Il lui expliqua qu'il n'avait plus d'eau, que les bêtes mouraient de soif, que les enfants demandaient de l'eau à leurs parents. Alors le Dieu finit par dire « Je n'aime pas m'occuper ainsi des histoires des humains. Mais tu as grandement prouvé ta valeur en venant jusque-là et en me parlant. Alors, je vais peut-être accepter de t'aider. Tu as de la force physique puisque tu as marché très longuement, mais maintenant, il te faudra répondre à un rébus. Regarde bien ce qui va se dessiner devant toi. Alors, écoute bien, Siwak. Le Dieu posa un rébus à ton père. Alors là, les enfants, moi je reviens en tant que conteur et je vais vous demander de répondre à ce rébus pour aider le père de Siwak. Donc vous voyez les lettres qui se dessinent devant vous, enfin les lettres et les dessins. Donc nous avons, là je pense qu'on va tous être d'accord, un T. Un T, a priori après une goutte, un nez, donc T goutte nez. Ou alors tu as la goutte au nez. Oui, c'est peut-être ça. Tu as la goutte au nez, avec des brindilles. Tu as la goutte au nez de brindilles. Hein, ça veut rien dire. Ah, ce sont des œufs. Alors, T goutte nez E. T goutte nez E. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? T goutte nez E, T goutte nez E. Ah, tu as la goutte au nez avec des œufs. Non. Oh.
Oui, ça c'est un nez, ça d'accord. Oui, ça, oui d'accord, j'avais compris, monsieur l'esprit. C'est un nez, c'est des yeux, oui d'accord, c'est un... Oui, c'est le nez, d'accord, bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Donc, T goutte nez E. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite? Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un rond. Quoi? C'est la... Ah, c'est un nid. H2O. Ah, c'est de l'eau. Donc, to, nez, ni, to, nez, ni. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? To, nez, ni, li. To, nez, ni, li. Ah, eh bien, écoutez, on va pouvoir demander à l'esprit si c'est bien cela. Est-ce que c'est ça, monsieur l'esprit? To, nez, ni, li? Oui, merci. Bravo, bravo les enfants. Je sais que vous avez deviné, bravo. Alors, bravo. Le Dieu, l'esprit des eaux, dit bravo à ton père, Siwak. Et il lui donna en récompense un bracelet. Oui, un bracelet, mais pas n'importe quel bracelet. Un bracelet magique. Un bracelet magique qui commande aux éléments. Et ce bracelet, il lui dit qu'il en serait désormais le détenteur de génération en génération et qu'il ne faudrait l'utiliser qu'en cas d'ultime recours. Alors, il lui dit de retourner parmi les siens et d'aller les secourir en faisant tomber l'eau à l'aide de ce bracelet. Ce que fit ton père, Siwak, il revint dans la tribu, il leva le bracelet haut dans le ciel, il appela l'eau et il fit tomber les gouttes de pluie tant attendues. Le peuple était émerveillé, le peuple était admiratif. Ton père était heureux, car enfin, il avait mené sa mission à bien. Voilà, Siwak, pourquoi ce bracelet est aussi important. Il te faut absolument le retrouver. Suis le cours de la rivière. Et si tu ne le trouves pas dans la rivière, va jusqu'à la cascade. Il tombera certainement par celle-ci. Va, Siwak. Alors, Siwak, il sort de la tente de sa grand-mère. Très vite, il se décide à aller chercher de l'aide. Mais chez qui? Mais chez son ami Atipi, évidemment. Atipi et Siwak sont très liés, ils s'amusent très souvent ensemble. Ils aiment bien aller jouer dans les prairies, ils aiment bien s'amuser à monter les chevaux sauvages, à essayer de les dresser malgré leur jeune âge. N'oublions pas que ce sont des Sioux. Alors il va voir Atipi, il lui demande « Atipi, est-ce que tu acceptes de m'aider? J'ai perdu mon bracelet, il faut absolument que je le retrouve. » Atipi le regarde. Elle aime beaucoup Siwak. Oh, peut-être vraiment beaucoup, beaucoup. Et elle lui dit, mais bien sûr, elle serait prête à le suivre les yeux fermés. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Lui demande-t-elle. Et Siwak tout d'un coup ne sait plus quoi dire. Viens, allons demander à ma grand-mère comment procéder. Parce que les enfants ne connaissent pas forcément le chemin qui mène à la cascade. Ils savent comment aller jusqu'à la rivière, mais le chemin qui mène à la cascade est long et périlleux. Donc, les deux enfants retournent voir la grand-mère et la grand-mère leur dit qu'il faudrait peut-être aller voir un vieil homme qui vit aux abords de la forêt. C'est un ancien ami du père de Siwak. Ce vieil homme est un ermite. Il vit en ermite depuis longtemps déjà. Alors peut-être que lui saura leur dire comment faire, saura leur indiquer le chemin. En tout cas, elle ne sait pas. Alors, Siwak et Atipi sortent du tipi de la grand-mère et s'en vont en courant vers l'entrée de la forêt. Ils marchent ainsi quelque temps et arrivent en vue du campement de l'ermite. Celui-ci est dehors, devant son tipi. Il est assis et il regarde d'un œil rêveur les quelques braises de son feu qu'il remue avec un morceau de bois. Il est assis, les jambes croisées. Il a le visage anguleux, maigre. Il a la peau ridée comme une vieille pomme. Il a les yeux également mi-clos. Derrière les paupières, on devine un regard perçant et malicieux. Un petit sourire en coin
Il a des cheveux tressés qui lui tombent sur les épaules. Il a également un grand chapeau noir. Quand il voit les enfants, il relève la tête doucement. Il se met debout et là, les enfants découvrent un Indien relativement grand. Il a le dos voûté. Il laisse les enfants venir à lui et il les regarde l'un et l'autre. Puis, son regard s'arrête sur Siwak. Il se rapproche de lui, regarde ses yeux et dit « J'ai bien connu ton père autrefois. » L'Indien s'exprime lentement, doucement, avec une voix apaisante. « Oui, c'était un très bon ami à moi. Ouais, nous avons grandi ensemble. Nous avons vécu dans la même tribu avant que je ne vienne ici. Tu as ses yeux. Oui, tu as les yeux de ton père. Quel est ton prénom? » Alors, Siwak et Atipi se présentent. Siwak et Atipi. Et que venez-vous faire ici, Siwak et Atipi? Alors Siwak et Atipi lui expliquent ce qu'ils sont venus faire, qu'il a perdu son bracelet, qu'il faut qu'il le retrouve, mais ils ne connaissent pas la forêt. Pas très bien, ils sont petits, ils jouent toujours dans les prairies, mais assez peu dans la forêt. Ils connaissent la rivière, mais ils ne savent pas jusqu'où elle va. Ils voudraient bien la suivre et aller jusqu'à la cascade. Ils ont un petit peu peur aussi. Alors, le vieil homme va dans sa tente. Puis il ressort avec une longue peau de bête. Les enfants le voient dérouler cette peau et ils découvrent une carte. C'est la carte qui mène jusqu'à la cascade. La cascade des ancêtres, la cascade des trésors. Oh, les enfants sont très excités. Mais le vieil homme leur dit « Oui, c'est la carte que m'a laissée ton père, Siwak. Pour aller jusqu'à la cascade, il l'avait fait quelque temps avant de disparaître et il me l'avait donnée. Mais les enfants, il y a bien des dangers pour arriver jusqu'à cette cascade. Êtes-vous sûr de vouloir les courir? Car il y a dans cette forêt un esprit très puissant. Enfin non, un esprit, que dis-je? Une bête qui s'appelle le Wendigo. Et il court à travers la forêt, il hante les lieux. Et vous devrez vous méfier tout au long de votre chemin de ne pas le croiser. Prenez garde. Mais écoutez son histoire. Écoutez l'histoire du Wendigo. C'était il y a très longtemps. La tribu dont vous faites partie était venue s'installer dans ce lieu. Elle était venue au même endroit, car elle revient toujours pour cacher ses trésors derrière la cascade. Dans cette tribu, il y avait un homme qui avait accompli un acte héroïque, fabuleux, merveilleux. Toute la tribu était émerveillée devant lui. Toute la tribu l'admirait. Alors l'homme se sentit grandi par le regard des autres. Il sentit ses regards d'admiration lui caresser le visage. Puis, il devint vaniteux. Il devint égoïste, à tel point que personne ne le reconnaissait, pas même sa femme. Alors, cet homme décida de défier le chef. Il tenta de rallier à lui des guerriers. Il tenta de les rallier à sa cause. Mais
Tout le monde aimait le chef, et personne ne voulait le suivre. Alors, la tribu finit par le chasser. L'homme devint fou de rage, il les insulta, et puis il décida de s'exiler lui-même. « Non, vous ne me chassez pas, je m'en vais, je vous abandonne, leur dit-il. » Alors il partit dans la forêt, et fou de rage, il se mit à insulter les dieux. Il leur cria après, leur cria des insultes, et ainsi les invectiva. Il les défia. Mais on ne défie pas des dieux comme cela, sans qu'ils ne réagissent. Alors, les dieux envoyèrent un messager, l'oiseau tonnerre. L'oiseau tonnerre, le représentant de vos villages, qui est souvent sur nos totems. L'oiseau tonnerre se mit devant l'homme et lui demanda de s'excuser, lui demanda de présenter ses excuses à lui et aux autres dieux. L'homme refusa. Il continua à les insulter, il continua à leur dire qu'il était grand, qu'il était fort. Alors l'oiseau tonnerre tendit son aile et le transforma en Wendigo. Le Wendigo, aussitôt, se mit à courir à travers les bois, se mit à crier et à hurler, pendant que l'oiseau tonnerre lui disait que désormais il errerait dans cette forêt, qu'il se nourrirait de petites bêtes et qu'il devrait protéger ses lieux. Siwak et Atipi sont très apeurés par ce que vient leur dire le vieil homme. Il leur dit de se méfier, de faire très attention, car le Wendigo guette. Alors ils partent avec la peur au ventre dans les bois. Mais soudain, ils entendent des craquements, ils entendent des bruits de course, ils entendent des cris, ils se mettent alors à courir très très vite, le plus vite qu'ils peuvent. Ils courent à en perdre haleine. Mais, dans leur course effrénée, avec tous ces oiseaux qui s'envolent sur leur passage, le sol se dérobe sous leurs pieds. Et puis ils se mettent à tomber dans un gouffre si profond qu'on ne voit pas le sol. Ils tombent ainsi, une chute qui leur paraît interminable. Soudain, Siwak, Siwak, réveille-toi, je t'en prie, Siwak, s'il te plaît, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Siwak et Atipi se réveillent dans une grotte. Atipi est apeurée. Elle est agenouillée à côté de Siwak, qui se réveille peu à peu et finit par voir les lieux qui l'entourent. Il regarde tout en haut, il voit le trou par lequel ils sont tombés. Celui-ci est beaucoup trop haut pour qu'ils puissent escalader et espérer sortir par ici. Alors, ils inspectent la caverne dans laquelle ils sont. C'est une très grande caverne. Ils voient qu'il y a plusieurs galeries. Alors ils se disent qu'il va leur falloir sortir par ici. Étrangement, les lieux sont clairs, car il y a de petites lucioles qui ont élu domicile ici. Donc Siwak et Atipi commencent à avancer dans une galerie, à la lueur des lucioles. Ils avancent, mais reviennent à leur point de départ. Alors ils se disent qu'ils vont marquer l'entrée des galeries pour ne pas se perdre. Ils finissent par trouver une galerie qui les mène un peu plus loin, qui a l'air de les emmener dans les entrailles de la terre. Et ils avancent ainsi longuement. Soudain, ils voient quelques morceaux de paille, et puis en se rapprochant, ils découvrent une tanière avec de la paille
et puis des ossements de petits animaux, apparemment. Tout de suite, Siwak et Atipi ont peur. Ils savent que c'est là le repère du Wendigo. Mais ils n'ont pas le choix. Pour sortir, il leur faut bien avancer par cette galerie. Donc, ils continuent leur progression. Ils entendent au fur et à mesure de leur avancée un bruit d'eau qui devient de plus en plus sourd au fur et à mesure qu'ils avancent. Et là, ils devinent. C'est la cascade. Oui, la cascade. Et en se rapprochant, ils découvrent les lieux qui les entourent. Ils voient des poteries, ils voient des tapis. C'est le trésor des Sioux, c'est le trésor de leur tribu. Ils continuent à avancer, et plus ils avancent, plus ils voient dans cette grotte, ils voient une forme humaine qui est assise et qui caresse une bête à ses pieds, le Wendigo. Les enfants ont peur. La bête hume l'air. Elle hume l'air, elle les a sentis. Alors aussitôt, Atipi pousse un petit cri. Ah! Et puis elle se cache derrière le dos de Siwak. La bête, en un bond, se retrouve devant eux. Et elle montre les crocs, elle grogne et se rapproche peu à peu. Elle va les dévorer. Tout d'un coup, on entend « Non! Stop !» Puis la forme humaine qu'ils avaient vue là-bas au loin se rapproche. Elle se rapproche et ils finissent par distinguer son visage. C'est une femme qui doit avoir une cinquantaine d'années. Une très belle femme, avec la peau légèrement ridée. Elle se rapproche des enfants et là, son regard s'attarde sur Siwak. Elle voit ses yeux et elle dit « Siwak, mon fils !» Aussitôt, Siwak ne cherche même pas à comprendre. Il sait tout de suite, son cœur lui dit tout de suite que c'est sa mère. Et il se jette dans ses bras en pleurant. Leur effusion dure un bon moment. Atipi les regarde, le regard attendri. Puis, Siwak s'éloigne un petit peu de sa mère et il regarde le Wendigo. Il regarde ce Wendigo qui lui fait peur et lui dit « Mais que fait cet horrible animal à côté de toi ?» Alors, la mère de Siwak lui explique. « Vois-tu, Siwak, lui dit-elle, il y a bien longtemps, ton père, tu le sais, peut-être, a accompli un acte héroïque. Il a sauvé sa tribu de la sécheresse. Et malheureusement, il a perdu la raison. Et les dieux le transformèrent en Wendigo. Je ne pouvais me résoudre à l'abandonner. Je ne pouvais me résoudre à abandonner celui que j'aimais. Alors je te confia à ta grand-mère et je le suivis dans les bois. Je le suivis et peu à peu je l'amadouai. J'ai réussi à parler à la part d'humain qui restait au fond de son cœur. Et nous sommes venus nous cacher ici dans cette grotte. Voilà, Siwak, tu sais tout. Tu connais à présent l'histoire de ton père. Siwak n'en revient pas. N'en revient pas de cette déclaration, de cette nouvelle. Et puis il finit par dire à sa mère « Mais maman, j'ai perdu le bracelet de papa. Je ne sais pas où il est, je l'ai perdu. Je l'ai perdu dans la rivière. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous avons suivi la rivière grâce à la carte que papa avait faite et avait laissée à son ami. » Alors sa maman le regarde avec un sourire et lui dit « Voici ton bracelet, Siwak. Il a suivi le cours de la rivière et il est tombé par la cascade et je l'ai récupéré. Il t'a emmené jusqu'à nous, c'est sûr. Non seulement il commande aux éléments, mais ce bracelet est magique et sert sans doute son propriétaire. Reprends-le, Siwak. Maintenant, il te faut repartir auprès des tiens pour vivre parmi ta tribu, car c'est là qu'est ta place, dans les vertes prairies, à l'air libre.
reviens juste nous voir quand vous passez par ici. Viens embrasser ta mère et voir ton père. Nous serons toujours là à t'attendre. » Alors Siwak et Atipi repartent main dans la main vers la tribu. Ils traversent la cascade, réussissent à récupérer la berge et ils cheminent jusqu'au campement. Mais quand ils arrivent, il n'y a plus rien. Il n'y a plus un seul tipi d'installé. La tribu est partie. Le père de Tipi, le chef de la tribu, a décidé de faire lever le camp, car une guerre menaçait avec une autre tribu. Les enfants sont malheureux, ils sont épuisés, ils ne savent pas comment ils vont les retrouver. Alors, Siwak ne peut s'empêcher de laisser échapper une petite larme, une larme qui coule doucement le long de sa joue. Soudain, elle tombe sur le bracelet et le vent se met à tournoyer, le vent se lève, fait voler les feuilles, il fait voler leurs cheveux. Les arbres se plient sous sa force, la poussière les aveugle. Mais elle découvre aussi des empreintes de pas. Ce sont les empreintes de pas de la tribu. Les enfants n'ont plus qu'à les suivre pour les retrouver. Ils marchent ainsi pendant plusieurs heures et retrouvent leur tribu. Siwak se jette dans les bras de sa grand-mère, Atipi se jette dans les bras de son père. Les deux enfants racontent leur aventure. Ils racontent l'histoire du Wendigo que certains vieux de la tribu connaissent déjà. Siwak et Atipi sont portés par leur courage et ils sont devenus inséparables. Désormais, on appela Siwak l'homme qui commande aux éléments. Voilà les enfants, c'est la fin de votre conte. On espère que ce que nous en avons fait, ce que vous en avez fait, vous aura plu. Nous avons vraiment beaucoup apprécié ce travail avec vous et on espère que vous aussi. Donc, je ne vous dis pas adieu, je vous dis à bientôt lorsque vous verrez ce film. N'hésitez pas à le montrer à vos amis, à vos familles, pour montrer votre travail, montrer que votre imagination vous a aidé à inventer toutes ces histoires. Nous avons juste, nous, mis quelques mots, quelques dessins. Mais ce conte vous appartient. Au revoir les enfants et à bientôt.